que je voulais vraiment comprendre, c'était en fait dans cette transmission d'un objet matériel, quelle histoire personnelle, intime, familiale, le bijou en fait racontait et transportait avec lui. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bonjour Catherine. Bonjour Elsie. Bienvenue. Merci de ta présence sur Qu'est-ce que la mode. J'ai hâte de notre conversation parce qu'on a beaucoup conversé et puis tu m'as fait découvrir une facette que je ne connaissais pas jusque-là. Et tu nous donnes le privilège d'en parler sur Qu'est-ce que la mode. Et donc pour t'introduire, on parle beaucoup en ce moment de la Chine. Ce sont des actualités qui sont difficiles à comprendre et dures à entendre parfois. Mais et si on s'éloignait de tout ça, et si on remontait dans l'histoire de ce pays? C'est pour ça que je me suis dit, je vais inviter Catherine Ho, qui est anthropologue, pour découvrir justement une facette de l'histoire de la mode en Chine. Donc Catherine, est-ce que tu peux te présenter plus amplement ? Oui, alors merci Elsie pour ton invitation, pour cet espace de parole que tu me laisses. Donc je suis anthropologue. Donc ce métier d'anthropologue, je le divise en deux parties. J'ai une partie en fait d'anthropologie appliquée. Donc c'est une partie pour laquelle je travaille en fait pour le secteur de la mode, du luxe, de la beauté, dans lequel je réalise des études d'inspiration anthropologique dans un but de prospective, d'études stratégiques, d'études de consommation, d'études de marché. Donc le but, c'est de décrypter les tendances, les évolutions de ces secteurs, de comprendre en fait les mécanismes sociétaux derrière, de comprendre la consommation, les marchés. Et donc je réponds dans cette partie à des commandes. J'ai une deuxième partie qui est une partie de recherche un peu plus fondamentale. Donc c'est une partie où je mène des recherches au long cours. Donc la recherche en question sur laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui porte en fait sur les dons et la transmission de bijoux en Chine. Et c'est quelque chose que j'ai commencé en 2012. Donc comme c'est de la recherche fondamentale, je m'en sers pour nourrir parfois ce que je fais en anthropologie appliquée, mais le but est davantage de construire un savoir, une réflexion. Quel est ton sujet de recherche plus précisément sur ces bijoux en Chine ? Plus précisément, mon sujet de recherche sur ces bijoux en Chine, en fait, c'est sur la Chine contemporaine, même si je me sers de l'histoire pour éclairer le contemporain. Donc, je travaille sur le don, l'achat, la transmission de bijoux en Chine dans les élites urbaines, les classes moyennes supérieures de Pékin et de Shanghai, lors d'événements liés au mariage, aux fiançailles ou aux rituels amoureux. Donc, c'est une commande c'est un travail en fait qui a débuté avec un financement de 3 ans du groupe Richemont en 2012. Donc, le but était de répondre à leurs questions. Qu'est-ce que les gens s'offrent quand ils s'aiment ? Qu'est-ce qu'ils s'offrent quand ils se marient ? Qu'est-ce que la famille offre aux couples qui se marient ? Et puis, en fait, j'expliquerai pourquoi après. C'est une recherche que j'ai poursuivie au-delà de ce financement parce qu'elle éclairait une partie de l'histoire de la Chine, une partie de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Elle apportait quelque chose que je trouvais nouveau, intéressant dans l'éclairage en fait. Cette recherche t'a amené à avoir une méthodologie spécifique, une méthodologie que tu nommes réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai adopté cette méthodologie que j'appelle
qui s'appelle réflexif, qui est un courant méthodologique en anthropologie qui s'appelle réflexif, parce qu'en fait, mon prisme dans cette recherche, c'était l'intime. Ce qui m'animait, en fait, c'était de comprendre qu'est-ce que véhiculait, qu'est-ce que transportait l'acte de donner ou de transmettre un bijou. Et ce que je voulais vraiment comprendre, c'était en fait, dans cette transmission d'un objet matériel, quelle histoire personnelle, intime, familiale, le bijou, en fait, racontait et transportait avec lui. Donc, ce qui m'intéressait, c'était l'intime. Or, l'intime, c'est ce qui est dans l'autre, c'est ce qui est inaccessible, c'est ce qu'il garde pour lui. Et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à adopter cette démarche d'anthropologie réflexive. Alors, ce qu'on nomme l'anthropologie réflexive, en fait, c'est un certain positionnement du chercheur par rapport à son objet de recherche. C'est en fait sortir du postulat qu'il y a d'un côté le chercheur, le scientifique, celui qui a le savoir, celui qui sait, celui qui observe de loin, à distance, avec objectivité, l'autre, les autres. Je pense que ça fonctionne dans des domaines comme la chimie, les mathématiques, mais là, on est dans des sciences humaines. Donc, l'anthropologie réflexive, elle s'intéresse à la rencontre. Elle part du principe que la recherche s'élabore à partir d'une rencontre entre une personne, le chercheur qui est là pour comprendre, chercher, poser des questions, et de l'autre côté, en fait, les gens qui acceptent d'intégrer ce chercheur dans le groupe, qui accepte de répondre à ces questions, qui accepte de jouer le jeu de la recherche. Donc, en fait, l'anthropologie réflexive, elle questionne cette rencontre, elle questionne, en fait, ce que chaque partie attend, ce que chaque partie projette, elle questionne les émotions, les sentiments, les situations nées de cette rencontre. Tu n'es pas dans un laboratoire aseptisé, justement, loin des émotions, loin des histoires et du vécu. C'est ça, en fait. Non, on est vraiment, on est dans le terrain, on est sur le terrain, on vit avec les gens, on vit dans le pays. Et je dirais que dans l'anthropologie réflexive, il n'y a plus de barrière entre l'humain et le chercheur. On questionne en fait ce qu'on ressent et ce qui se produit en fait, ce qui se produit dans la recherche, ce qui se produit sur le terrain. Si on revient à ton sujet de recherche, pourquoi on s'offre un bijou? Qu'as-tu découvert? Alors, c'est une grande question et pour y répondre, il faut comprendre un peu l'histoire. Il faut comprendre un peu le XXe siècle. Il y a en fait en Chine un avant et un après Mao. Ça, c'est ce qu'il y a à comprendre en premier. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que durant tout le XXe siècle, la Chine a subi des bouleversements politiques et sociaux absolument gigantesques. Juste en 1912, la Chine était un empire. De 1912 à 1949, en 1912, il y a eu une révolution menée par un parti politique qui s'appelle le Kuomintang. La Chine a été une république nationaliste menée par ce parti qui s'appelle le Kuomintang. Et elle aspirait à ce moment-là à des idéaux de démocratie, mais il y avait beaucoup de corruption au sein de ce parti-là et une incapacité totale à assurer la paix, la stabilité dans le pays. Et ce parti a été renversé par Mao Zedong en 1949 avec le Parti communiste. Et donc, à partir de 1949, la Chine est communiste et jusqu'à à peu près la mort de Mao, autour de 76-78, il y a en fait, la Chine est marquée par le maoïsme. Donc, je situe ça parce que ça permet de comprendre le bijou. Le bijou, en fait, il va évoluer dans chacune de ces périodes politiques. Quand j'ai commencé ma recherche, j'ai fait un peu ce que tout anthropologue fait. Je me suis intéressée au passé de la Chine, ce que la Chine produisait comme bijoux dans le temps. Donc, j'ai fouillé les livres, les catalogues, les expositions. Et la plupart des choses que je découvrais, en fait, portaient soit sur la période impériale, majoritairement même sur la période impériale, et un peu sur la période de 1912 à 1949, avant Mao, donc la partie républicaine nationaliste. En fouillant dans ces catalogues, en fouillant dans l'histoire, je m'intéressais un peu plus particulièrement aux bijoux de mariage,
vu que c'était mon sujet, vu que c'était ce qu'on m'a commandé, et je cherchais des bijoux amoureux, il n'y en avait pas vraiment. Donc, je m'interrogeais sur ce bijou de mariage. Et donc, en fait, le bijou, à ce moment-là, l'offrir, le recevoir, ça marquait le changement de statut pour les hommes comme pour les femmes. Donc, pour les hommes, ça marquait le changement de statut au sein de la société. Ça marquait, en fait, l'élévation dans la hiérarchie. On donnait des bijoux pour cette raison, la réussite aux examens impériaux, aux concours impériaux. Donc, ça marquait la réussite des hommes et ça plaçait les hommes dans la hiérarchie sociale. Et à l'intérieur de l'élite de cette hiérarchie sociale, ça permettait de positionner le rang des hommes. Pour les femmes, c'était très différent parce que la société était divisée, sexuellement divisée. Pour les femmes, en fait, les bijoux traduisaient aussi un changement de statut. Ils marquaient, en fait, le passage de fille d'un père, fille d'une famille, au statut fille à marier, fiancée, au statut femme mariée, épouse, et au statut de mère. La femme était, dans la Chine traditionnelle, dans la Chine impériale, régie par ces rôles. Et du coup, les bijoux, qui étaient absolument fabuleux, c'était principalement des épingles, c'était très différent des bijoux qu'on a aujourd'hui en Chine, et c'était très différent des bijoux qu'on connaît ici en Occident aussi. Les bijoux qui exprimaient chez ces femmes ce changement de statut, ce passage de fille à fiancée, à épouse, à mère, c'était principalement des épingles à cheveux. Donc, beaucoup de fleurs qui exprimaient ces passages, beaucoup de couples d'animaux, de papillons, d'oiseaux, de canards, de poissons, qui exprimaient en fait le statut de femme mariée, qui exprimaient une forme d'harmonie conjugale, beaucoup de fruits aussi, les fruits qui renvoyaient à la fécondité. Donc, ces bijoux-là, ils étaient donnés au moment des fiançailles, au moment du mariage, au moment de l'enfantement, absolument pas comme dans un but amoureux, absolument pas dans un but sentimental. Ils étaient là pour marquer, en fait, des passages de la vie. Et dans le cadre du mariage, ils étaient là pour sceller un pacte entre deux familles. Entre la famille de la fille à marier qui donnait cette fille à une autre famille, et la famille du fils qu'on marie, qui récupérait cette jeune femme et qui l'incorporait dans sa lignée pour qu'elle enfante, qu'elle fasse perpétuer cette lignée. On est très loin des symboliques amoureuses, on est très loin des symboliques qu'on connaît ici en Occident aujourd'hui. Et on est très loin de ce que connaît la Chine aujourd'hui. Donc moi, je suis partie avec tout ça. Je suis partie avec ces connaissances sur la Chine impériale. J'ai débarqué en Chine. J'étais au courant de la période maoïste. J'étais au courant, en fait, que Mao a voulu faire table rase du passé, des traditions, des savoirs, des pratiques, que dans l'idéologie maoïste, en fait, l'individu se dévoue à la cause communiste, se dévoue à la construction de l'État. Du coup, le collectif, l'État communiste prime sur l'individu, ses sentiments, ses émotions. Du coup, en fait, Mao, il a complètement réformé le mariage. Il a interdit les rituels, les grandes célébrations qui caractérisaient le mariage traditionnel avant Mao. Et en fait, il a réduit le mariage à un simple enregistrement administratif. Et de toute façon, les bijoux, de manière générale, étaient interdits parce qu'ils renvoyaient à des classes sociales, soit les anciennes élites lettrées ou mandarins, soit la bourgeoisie du Kuomintang. Donc, il voulait éliminer tout ça, Mao, c'était interdit. Donc, j'ai débarqué en sachant cela, mais je ne comprenais pas encore à quel point cette période du maoïsme s'était inscrit dans la mémoire, dans l'histoire intime des gens. Donc, quand je suis arrivée en Chine, je m'attendais à ce que les personnes aient des bijoux anciens transmis de génération en génération. Je m'attendais à retrouver ce que j'avais vu dans les livres. Or, il n'y avait absolument rien de tout cela. Il n'y avait pas de bijoux transmis. En fait, je ne trouvais pas de bijoux transmis. Pendant 3 ans, j'ai mené ces enquêtes pour Richemont. Je me suis intéressée beaucoup aux bijoux qu'on donnait, que les couples s'offraient par amour. C'était beaucoup de bijoux occidentaux, beaucoup de marques occidentales. Donc, je me suis énormément intéressée à comment le couple avait évolué, comment le mariage avait évolué, comment les femmes avaient évolué, ce qu'elles attendaient en fait du mariage,
qu'elles attendaient de ce mariage qui devait maintenant, aujourd'hui, sur la période contemporaine, qui devait en fait être un mariage. Tout le monde voulait un mariage d'amour. Donc je me suis intéressée à tout ça, j'ai enquêté sur tout ça pendant 3 ans, j'ai décrit les nouveaux rituels de mariage qui mêlent énormément de rituels occidentaux à des reprises, à des revalorisations d'anciens rituels chinois, mais qui, de manière générale, célèbrent l'union entre 2 personnes. Et puis les 3 ans de financement se sont terminés. Et en fait, à l'issue de ces 3 ans, je dialoguais beaucoup avec une chercheuse qui s'appelle Brigitte Battendier, qui est ethnologue, anthropologue, sinologue au CNRS, et qui m'a reçue dans son bureau à ce moment-là, à la fin de mes recherches, à la fin de ce financement. Et en fait, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, écoutez Catherine, le financement se termine, vous pouvez clôturer, rédiger une thèse qui relate ce que vous avez fait pour Richemont sur le contemporain, sur les rituels amoureux, les rituels contemporains de dons, de bijoux. Mais je pense que vous cherchez autre chose. Je pense que vous avez autre chose dans votre sujet qui est présent et vous n'avez pas encore tout à fait mis le doigt dessus. Et moi, je vous encourage à continuer. Et en fait, ce qu'elle m'a dit m'a marqué parce qu'effectivement, en partant en Chine, je m'intéressais à la transmission. Mes recherches précédentes, qui étaient sur le Vietnam, portaient sur la transmission de l'histoire familiale en situation d'exil du Vietnam à la France. Donc j'avais vraiment ce prisme très fort de vouloir comprendre comment les gens racontaient, transmettaient l'histoire familiale. Or, j'avais bien compris que le bijou, au moment du mariage, était censé servir à cette transmission. Que autrefois, il se perpétuait de génération en génération et qu'à travers lui, en fait, on se reliait à ses ancêtres. Mais là, tu l'as pas trouvé, en fait. Enfin, t'as étudié donc la partie de l'Empire, République, et puis après, tu t'es retrouvée dans la sphère contemporaine aujourd'hui. Et puis, en fait, t'as vu qu'il y avait un trou, ou qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que t'as osé revenir et t'as osé re-questionner, continuer ta recherche plutôt? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit, parce que je savais au fond de moi que je cherchais autre chose que du purement contemporain. Je cherchais autre chose qu'une étude de la consommation, aujourd'hui en Chine. Et en fait, j'ai laissé passer du temps, j'ai pris du recul, et c'est là vraiment que je me suis inscrite dans cette démarche d'anthropologie réflexive. C'est là que je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que moi j'attends ? Qu'est-ce que moi je projette et qu'est-ce que moi j'ai eu ? Et en fait, je suis allée chercher, j'ai réécouté tous mes enregistrements, j'ai revu toutes mes notes et je suis allée chercher ce qui chez moi provoquait l'émotion, ce qui chez moi avait déclenché des émotions très fortes, ce qui m'avait bouleversée. Et en fait, ce qui déclenchait ces émotions-là, c'est des récits de transmission qui n'ont pas pu avoir lieu parce que le bijou n'a pas pu être transmis, parce que une partie des bijoux, en fait, ont disparu des familles, en tout cas, pendant Mao. Détruits ou cachés, ou il y a eu une génération qui n'a pas reçu, voire même plusieurs générations du coup, qui n'ont pas reçu d'héritage, ou qui n'ont pas reçu ces bijoux familiaux. Et donc, quelle est l'histoire collective de ces bijoux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces bijoux familiaux de l'époque impériale, ils ont connu plusieurs destins. Il y a une partie des familles très riches qui ont fui à Hong Kong et à Taïwan. Donc, ces bijoux, ils existent aujourd'hui à Hong Kong et à Taïwan. Sauf que moi, mon terrain était sur Pékin à Shanghai, donc je ne voyais pas ces bijoux-là. Il y a une partie de ces bijoux qui ont été détruits, surtout pendant la période de la révolution culturelle, par les gardes rouges de Mao. En fait, les gardes rouges de Mao, ce sont des jeunes, voire des très jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants, en fait, dont les espoirs, les idéaux communistes révolutionnaires ont été manipulés par Mao pour se débarrasser, en fait, des groupes qui le gênaient dans son projet politique. Donc, en fait, ces gardes rouges avaient pour but d'entrer chez les gens et de détruire dans les familles de l'ancienne aristocratie,
mandarines, dans les familles de la bourgeoisie du Kuomintang, dans les familles de propriétaires terriens. En fait, ces gardes rouges Mao leur a demandé de détruire tout ce qui était un signe, une trace matérielle, en fait, de l'époque impériale et de l'époque du Kuomintang. Donc, on détruisait les livres, on détruisait les porcelaines, on détruisait les œuvres d'art et on détruisait aussi les bijoux. Donc, il y a une partie de ces objets qui ont été détruits. Après, les gardes rouges, ils n'ont pas forcément tout détruit. Certains ont volé. Certains ont volé et ont caché ces objets, notamment ces bijoux, qui aujourd'hui, en fait, ressurgissent sur une espèce de marché noir des antiquités, où il y a beaucoup de contrefaçons, mais ces anciens bijoux ressurgissent, sont de nouveau vendus comme antiquités, et en fait, ils valent aujourd'hui une fortune. Et ce sont des choses qui ont été volées à des familles très riches de l'époque d'avant Mao. Et puis, et ça, c'est un peu les pépites d'or de ma recherche. Il y a quelques familles qui ont réussi à sauver ce qu'ils avaient. Et j'ai notamment en tête une histoire, je pense que c'était une des histoires les plus fortes que j'ai entendues sur mon terrain. En fait, c'était une jeune fille de 23-24 ans que j'avais en interview. Et en fait, elle avait un bracelet de jade. Un bracelet, mais absolument splendide. Il faut savoir que les bracelets, il y a différentes qualités. Et celui-là, ça se voyait que c'était quelque chose de vraiment de valeur. Donc, je lui ai demandé, mais c'est très beau ce que tu as. Et c'est peu commun pour une fille de ton âge de porter ça, parce que d'habitude, c'est des femmes plus âgées qui portent des bijoux chinois. Les filles de ton âge, elles aiment les marques occidentales. Donc, pourquoi tu as ça au poignet? Et en fait, j'ai senti que ça l'a émue. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et cette conversation, elle avait lieu en anglais, dans un restaurant. C'était quelqu'un qui était anglophone. Et elle m'a dit, écoute, je te le raconte qu'à toi. Je ne peux pas le dire aux autres Chinois. Et heureusement qu'on parle en anglais, sinon je ne pourrais pas te le dire. Je ne pourrais pas te le dire alors que les autres Chinois peuvent entendre. En fait, ce bracelet, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. En fait, sa grand-mère, qui à un moment est tombée malade, l'a appelée à son chevet avant de partir à l'hôpital et en fait lui a donné un coffre dans lequel il y avait plusieurs bijoux, dont ce bracelet. Et elle lui a dit, ben voilà, en fait, je te donne ça parce que je vais peut-être mourir, parce que je vais à l'hôpital et parce que toi, tu vas bientôt avoir 18 ans, tu vas bientôt quitter la maison pour faire ses études. Ces bijoux, en fait, je les ai sauvés, je les ai gardés, je les ai enterrés. Et en fait, sa grand-mère appartenait à une famille de propriétaires terriens. Donc, les propriétaires terriens, c'était une des classes noires persécutées par Mao. Et en fait, elle a réussi en enterrant quelque part, ou dans un endroit en fait qu'elle seule connaissait, elle a réussi à sauver en fait ce qu'elle avait de sa famille et elle a pu le donner à sa petite fille. Donc, j'ai quelques petites histoires, quelques petites traces d'histoires de ce genre qui sont en fait des sortes de fantômes, de mémoire en fait de ces bijoux qui ont disparu. Je parle de fantômes et on ressentait une sorte de honte aussi de partager cette histoire et il y a énormément d'émotions là, que tu sous-entends en fait dans ces vécus, dans ces histoires. Oui, alors c'est vrai qu'en décidant d'être dans cette démarche réflexive, je décidais de suivre l'émotion. C'était un entretien qui m'avait beaucoup émue. La jeune fille a pleuré. Moi, j'ai pleuré. Quand je suis rentrée, j'ai pleuré. Et ça est toujours dans cette démarche de réflexivité. Mais ça n'est bien plus tard que je l'ai compris. J'ai vu à quel point mon terrain en Chine était un miroir de l'histoire de ma famille. Parce que ma famille, au Vietnam, avait aussi vécu de façon très dramatique l'arrivée au pouvoir du Parti communiste et en fait un dépouillement de ses biens et de son histoire. Donc je pense que l'émotion vient de là et en fait j'ai utilisé cette réflexivité, ce jeu de miroir pour que mon histoire personnelle éclaire la Chine et pour que la Chine éclaire mon histoire personnelle. Et je pense que tu sens autant d'émotions aussi parce que cette histoire de bijoux perdus, elle fait partie de mon histoire. Et ce que j'ai pas dit au début, c'est que quand j'ai commencé cette recherche, je me sentais complètement illégitime. Parce que je n'avais aucun bijou, je n'avais jamais reçu de bijoux, il n'y avait jamais eu de bijoux dans ma famille. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai rien, en fait, je n'ai rien par rapport à d'autres. Qu'est-ce que j'ai à raconter?
Et en fait, en questionnant mes émotions, en questionnant ce que la Chine me renvoyait, je me suis rappelée en fait d'histoires de bijoux venant de ma famille. Du côté de mon père, en fait, je me suis rappelée de ce qui se racontait. Je me suis rappelée en fait mon père venait d'une famille très puissante liée au gouvernement précédent, enfin au gouvernement concurrent du gouvernement communiste. Et au moment de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste au Vietnam, sa famille a été complètement dépouillée de tous ses biens. Tout, absolument tout a disparu. Alors qu'ils avaient effectivement beaucoup de biens, notamment des bijoux. Et du côté de ma mère, en fait, il y a effectivement aussi cette histoire de bijoux disparus, parce que ma grand-mère, en fait, avait énormément de biens. Enfin, elle était artiste et elle avait acquis beaucoup de bijoux qu'on lui avait offerts par cette vie d'artiste. Et en fait, c'est une histoire différente, mais qui parle aussi de perte, parce qu'au moment de la guerre, pour sauver ses fils, pour empêcher qu'ils aillent à la guerre, elle a payé en bijoux. Pour sauver la maison familiale, pour que la famille puisse continuer à vivre, enfin dans la maison familiale, elle a payé en bijoux. Et puis au moment de la guerre, pour permettre à une partie de ses enfants de fuir en tant que boat people, elle a payé en bijoux. Donc tout ça a disparu dans les affres de la guerre, et tout ça a disparu sans disparaître complètement, parce que comme on le voit avec l'histoire, comme je l'ai vu avec la Chine, il y a toujours une trace, un fantôme en fait, de ce qu'on a perdu qui demeure. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'a vraiment passionnée. Et finalement, c'est ça que j'ai voulu dérouler, parce qu'en déroulant ces histoires de bijoux perdus, en déroulant ces histoires de rupture familiale, de rupture de transmission, de perte de biens, mais aussi de perte de l'identité familiale, en fait, j'ai trouvé en fait que ce terrain enseignait quelque chose. J'ai trouvé en fait que ce terrain enseignait quelque chose sur la Chine et le Vietnam. En fait, ce terrain montrait comment un pays, une société, des familles et des individus se reconstruisent et se construisent après en fait des événements politiques traumatisants et absolument douloureux parce qu'ils s'inscrivent dans l'intime. Tu parles du coup de traumatisme. Enfin, en fait, même tu parlais de vol, de dépouillement. On le sait à l'échelle individuelle combien ça peut être violent psychologiquement. Mais là, tu parles en plus d'une échelle collective, d'une échelle à l'échelle de famille, de population, de pays entiers, en fait. Tout à fait. Quelle lecture ça t'a donné sur la Chine aujourd'hui et son rapport à son histoire? Et ce qui se passe en Chine est très intéressant. J'ai continué à retourner en Chine pour d'autres employeurs, d'autres missions. Donc, j'ai pu continuer à observer ce qui se passe en Chine par rapport à 2012, 2013, 2014, 2015. La Chine, aujourd'hui, elle est dans une phase où elle regarde vers son passé. Elle regarde vers la splendeur de ce qu'a été la Chine impériale. Et en fait, elle est vraiment dans une phase de son histoire où elle a besoin de sortir de l'humiliation. Et en fait, tous les bijoux anciens ressortent. Je te disais qu'ils étaient vendus dans des marchés d'antiquités. Certains sont patrimonialisés. La Chine, en fait, elle regarde vers son passé et elle est en train de se dire, bah oui, nous aussi, on a un patrimoine d'objets, de luxe, de mode, de produits de luxe, de produits d'un extrême raffinement. Et ce regard, en fait, sur ce qu'elle a produit dans le passé, lui permet de se construire un sentiment de fierté nationale, un patriotisme, un sentiment d'orgueil. Et c'est absolument essentiel pour elle parce que ça a été un pays qui a été complètement humilié pendant plus d'1 siècle. Ça a été un pays qui a été humilié pendant les guerres d'opium avec les pays européens et qui a perdu ces guerres. Ça a été un pays qui a été humilié parce que quand les Européens sont partis, ils sont partis en volant énormément d'objets de valeur chinois. Enfin, il y a le sac du Palais d'été qui est très connu. Puis, ça a été un pays humilié parce que pendant Mao, le pays a touché le fond du fond. Les gens ont vécu dans une pauvreté, dans une misère extrême. Et puis quand Deng Xiaoping a ouvert les frontières à la fin des années 70, au début des années 80, quand les Occidentaux ont débarqué pour faire affaire, c'était humiliant pour la Chine parce que la Chine était considérée comme un pays sous-développé, un pays
qui on devait apprendre des tas de choses, un pays qui était bon qu'à produire du Made in China. Enfin, le Made in China a encore cette image déplorable, alors que la Chine, dans son passé, a produit des choses d'une beauté et d'un raffinement fabuleux. Donc, je pense qu'elle a besoin de regarder vers cette gloire de l'époque impériale pour se reconstruire et pour sortir de l'humiliation. Par contre, je pense qu'elle n'est pas prête encore à regarder dans les périodes douloureuses. Je pense qu'en fait, les jeunes qui composent les élites, qui composent la classe moyenne, ils sont encore dans ce devoir de construction, de sortir le pays de l'humiliation, d'affirmer la puissance. Et donc, ils ne sont pas encore prêts, je crois, à regarder dans le passé, dans la partie de ce qui fait souffrir, dans la partie de ce qui a fait souffrir leurs parents, dans la partie de ce qui a fait souffrir leur famille, et qui pourtant est présente encore dans les discours, quand on interroge sur l'histoire des familles. Là où ça éclaire ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en psychologie, en psychanalyse, le trauma, quand on ne le regarde pas, quand on ne le comprend pas, quand on ne l'assimile pas, quand il reste encore du domaine du non-dit, du secret, de l'évitement, en fait, qu'est-ce qui se passe? On le reproduit de génération en génération. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Hong Kong, avec Taïwan et avec les Ouïghours, moi, j'y vois beaucoup d'éléments qui rappellent les événements politiques qui ont eu lieu en Chine durant tout le XXe siècle, pendant le maoïsme. Une psychologie collective, en fait, par cette histoire collective, une psychologie collective de ne pas vouloir faire face à ce traumatisme commun et ce traumatisme collectif. Je crois que c'est tant pas ne pas vouloir, c'est que je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Je pense qu'il faut qu'ils reconstruisent leur fierté qui a été écrasée, et je pense qu'ils n'y arrivent pas encore. Alors que pourtant, la clé est là. Je pense que la clé pour résoudre les conflits qu'il y a aujourd'hui se trouve là, dans un regard vers ce passé. Et que certains artistes, en littérature, dans le cinéma, certains artistes qui sont un peu précurseurs entament déjà. Est-ce que ça pourrait être un miroir aussi pour nous, en fait, ici en Occident? Est-ce qu'on pourrait aussi avoir un enseignement par cette lecture? Oui, alors je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant avec l'anthropologie réflexive, c'est que dans cette anthropologie réflexive, l'autre, on peut considérer l'autre comme un miroir. Donc, l'autre étant un miroir, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? Là, on parle de regarder le passé, de comprendre le passé, de regarder notre passé. Donc. Et en fait, je voudrais revenir à la mode, parce qu'on s'est un peu éloigné de la mode, même si on parlait du bijou. Et en fait, pour ta question, je voudrais revenir sur la mode. Je voudrais questionner ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense en fait qu'on fonctionne encore aujourd'hui dans un mode qui s'est enclenché dans l'après-Seconde Guerre mondiale. On fonctionne sur un mode où en fait on produit de façon complètement colossale, on consomme de façon colossale, mais on a l'impression qu'on est en manque. Cette grille de lecture que tu as sur la Chine et que tu nous as présentée, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous, ici en Occident, aujourd'hui? Alors, ce qu'il y a de fabuleux, en fait, avec l'anthropologie, c'est que l'anthropologie consiste à étudier ce que d'autres populations font pour mieux se comprendre soi-même. Et l'anthropologie réflexive, en particulier, elle considère que l'autre est un miroir de soi. Donc, l'autre étant un miroir de soi, qu'est-ce qu'il nous enseigne sur nous-mêmes? Donc, qu'est-ce que cette Chine nous enseigne? Elle nous enseigne, elle nous dit de regarder dans notre passé. Regardez-nous dans nos blessures, nos traumas, nos périodes difficiles à nous. Et en fait, je voudrais revenir à la mode et je voudrais revenir à la période de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que chez nous, ça a été une période qui a été particulièrement traumatisante au-delà du génocide juif parce que la population a vécu des manques, des pénuries, de la pauvreté. Enfin, au-delà de la guerre, il y avait cette situation de pénurie, de manque total. On trouve dans la littérature tout un tas de récits en fait, qui relatent cet état de pauvreté, de pénurie, de rationnement. Et en fait, en sortant de cette Seconde Guerre mondiale, avec cette situation de manque total, en fait, de tout à reconstruire, à construire, en fait, on s'est lancé dans une course à la production. On a produit, on a consommé, et je crois qu'en fait, aujourd'hui, on fonctionne encore sur ce mode.
quand on écoute les discours des personnes qui achètent, qui consomment, on est toujours sur « j'ai besoin de »,« je n'ai pas ça cette saison, j'ai besoin de ça »,« il me manque telle pièce ». En fait, on fonctionne comme si on manquait, alors qu'en fait, on n'est plus dans ce manque aujourd'hui, en 2020. On ne l'est plus depuis longtemps. Et je pense que la leçon à retenir de tout ça, c'est que si on regarde, je pense qu'il faut qu'on se détache en fait de ce sentiment de manque, de pénurie. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ce qu'on produit, ce qu'on a déjà produit. Parce que c'est la somme de ce qu'on a produit depuis les années 50, 60, qui est en Occident le démarrage de la société de consommation. En fait, c'est juste colossal. On a produit un nombre d'objets de mode, de produits de mode absolument colossal. Donc, je pense que le message que j'adresse à la fois aux marques, aux industries de ce secteur, de la mode, du luxe, de la beauté, mais aussi aux personnes qui achètent, c'est en fait, attardons-nous sur ce qu'on a déjà. Regardons ce qu'on a déjà produit. Réfléchissons à comment, en fait, on peut le transformer, le sublimer, le remettre sur le marché, plutôt que continuer à produire du neuf. Parce que c'est quelque chose, je pense qu'on rentre dans quelque chose qui est complètement boulimique et destructeur. C'est une belle invitation à continuer de découvrir notre histoire, mais l'entièreté de notre histoire. Pas seulement les moments sublimes, mais aussi les temps plus complexes. Et ça nous rend reconnaissants de tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous créons aujourd'hui. C'est un très bel enseignement que tu nous apportes, en fait, une très belle grille de lecture. Découvrir l'histoire, et ça nous invite à consommer différemment, à créer différemment et à penser aussi à la transmission. Ouais, on revient sur ça et au cadeau que c'est de pouvoir léguer quelque chose qui est plus qu'un objet, mais c'est une histoire que nous racontons et qu'on pourra raconter et qui pourra être racontée par d'autres et perdurer en fait. Tout à fait, tout à fait. Et je reprends un de tes mots qui est découvrir l'entièreté de l'histoire. L'entièreté de son histoire aussi. Je pense que ce qui est douloureux mérite qu'on s'y penche, même si c'est douloureux. Merci pour ces mots sages et remplis d'empathie aussi. Merci beaucoup pour ce temps, Catherine, pour toutes ces recherches. Je te souhaite une belle continuation dans toutes ces découvertes, dans la suite et fin de ces recherches. Et de continuer sur la transmission. Merci beaucoup, Elsie. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.